voit ici, il est en position inclinée, qui permet du coup de pouvoir faire le trou avec la mini pelle sans être gêné par les pieds là qui sont inclinés maintenant. Et ça c'est possible parce que ça s'articule à ce niveau là. Donc là j'ai prévu une entaille qui me permet du coup d'incliner les pieds contre le mur et en enlevant les renforts qui sont horizontaux là, que j'ai enlevés, et donc ça me permet de basculer l'échafaudage pour pas que les pieds gênent. Voilà. Donc au-dessus on a le plancher en OSB que j'ai fixé avec des charnières qui me permet du coup d'éviter que la pluie tombe dessus. Donc j'ouvre en position ouverte quand j'en ai pas besoin, et quand j'ai besoin du plancher je le rabats sur les chevrons, et voilà, ça permet d'être tranquille et d'éviter que ça pourrisse sous la pluie. Autre chose, donc les contreventements que j'ai rajoutés là, qui permettent à la structure de sortir, de tenir, y compris lorsque l'échafaudage est en position inclinée. Donc là je vais le remettre en position verticale avec les renforts horizontaux. Et évidemment les pieds d'ici, comme ils sont au-dessus du vide, je vais tout simplement les rallonger pour que l'appui se fasse en bas, et pouvoir du coup utiliser l'échafaudage comme on veut. Donc cet échafaudage va rester là pendant, on va dire, 2 ans. Voilà. Et les croix que vous voyez en X donc servent de contreventement dans le plan parallèle au mur, et on a un garde-corps marron que l'on distingue qui permet d'éviter aussi de tomber dans le vide. Et donc cet échafaudage va nous permettre du coup de pouvoir faire le trou dans le mur et poser pour créer l'ouverture de la baie vitrée sur la terrasse qui sera au-dessus du coup du futur bassin, de la future piscine. Voilà. Je pense avoir tout dit. Je vais juste montrer quand même l'astuce que j'ai utilisée pour pouvoir articuler l'échafaudage, qui peut peut-être servir à d'autres personnes. Donc l'astuce pour pouvoir pivoter l'échafaudage, il est tout simple. On doit le deviner ici. On devine donc l'entaille du chevron horizontal, un boulon avec un écrou papillon qui permet de serrer à la demande, et donc permettre ainsi donc d'incliner. Et ensuite les contreventements sont fixés par des vis, mais également il y a l'entaille qui permet de bien emboîter le système. Voilà. Donc des vis en haut, des vis en bas et emboîtement. Donc là, fixation également aussi des chevrons contre le mur avec scellement chimique en plusieurs endroits. Donc on en voit un au-dessus, un ici, un en bas. Le chevron du milieu, je l'ai arrêté juste au niveau du plancher parce que au-dessus ça allait me gêner pour pouvoir faire l'ouverture de la baie vitrée. Et voilà, et on retrouve du coup notre plancher avec et voici notre serre de chantier terminée au pied de l'échafaudage. Donc serre constituée donc de 6 arches en bois de récup, avec les espaceurs là qu'on a fait qui tiennent sans vis, simplement par autoserrage comme vu précédemment. Donc d'un côté la bâche est fixée, la bâche de polyéthylène qui est une bâche horticole transparente. Elle est fixée par des agrafes sur la première arche, et ici en fait elle est juste tendue et fixée par des serre-joints contre l'échafaudage qui me permet de tendre la bâche. Et si jamais je veux ouvrir ou démonter la serre rapidement, j'ai juste à défaire les serre-joints, à replier la bâche sur la première arche, et ensuite à démonter tous les espaceurs, tous les distanciers sans vis. Et donc comme ça, pour le coulage de la chape, les différentes étapes de coulage,
la pompe qui arrivera du coup de par la rue. La pompe, la toupie, permettra du coup de remplir sans être gêné par la serre. Et une fois que c'est coulé, je pourrai du coup remettre ma serre par-dessus sans être gêné par la chape. Donc ensuite, côté intérieur, là on retrouve la serre avec le système de fixation avec les losanges à chaque connecteur, chaque connexion des différents segments de bois. Voilà, donc ça c'est comme vous avez vu précédemment. Les arches sont constituées de 6 morceaux, 6 composants, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui suivent la courbe de l'octadécagone, donc un polygone à 18 côtés, ce qui veut dire que cet angle-là fait 160 degrés, tous les angles font 160 degrés. Voilà, ça me permet d'avoir une courbure plutôt légère. J'étais parti sur le dodécagone, mais ça faisait un demi-cercle et ça me faisait une hauteur immense. Pour poser la bâche, ça aurait été trop lourd. Donc je suis parti sur ça, sur Fusion 360. Ça m'a permis de faire la bonne simulation. L'intérêt de la serre, cet après-midi il va pleuvoir. Eh bien, on va pouvoir quand même travailler à l'abri, au sec. Et mardi, on va pouvoir couler les murs. Pour mardi, du coup, j'aurai plus qu'à démonter ma serre, la ranger sur le côté, on coule les murs, quand les murs sont coulés, je remonte ma serre. Donc franchement, 2 jours de perdu pour faire la serre, mais un immense service de rendu et beaucoup de jours de temps de gagner derrière. Ensuite, au-dessus du polyane, on va essayer de voir un premier treillis de ST25 désolidarisé là, du polyane grâce à des espaceurs, donc qui me permettent de surélever le treillis pour pas que la ferraille touche le polyane au moment du coulage, que les ferrailles soient bien enrobées d'au moins 3 cm. Donc là, ces petits espaceurs sont assez pratiques, assez commodes à mettre. Ensuite, pour les espaceurs entre les deux nappes de treillis, donc j'ai utilisé des semelles donc de 15-35 que l'on devine là. Ces semelles, elles font 15 de hauteur et 35 de largeur. Donc j'en ai mis à l'aplomb de tous mes murs, tout le tour, et y compris autour de mon bassin. Et ensuite, donc, deuxième nappe de treillis de ST25 par-dessus. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à terminer. Là, on a commencé à mettre les ligatures. Donc ça permet d'attacher les ligatures. Donc c'est des petites attaches qui se mettent très facilement et qui permettent donc de fixer les différents éléments métalliques entre eux, comme on voit ici. Donc notre puisard est terminé et j'ai bien fait de faire le puisard suffisamment tôt, parce que là en ce moment, malgré la serre, il pleut et l'eau arrive quand même malgré tout à passer un peu sur les angles. Ça va un peu sur les côtés et au final, au point le plus bas, donc ça suit. J'ai même pas posé de drain, mais en fait, l'eau, elle arrive à se canaliser. Elle m'a déjà rempli le puisard. Donc le puisard est rempli. Donc ça tombe bien. Donc j'ai mon puisard de 80 cm. J'ai ces 2 réhausseurs deux regards de 40 cm de hauteur. Je vais pouvoir mettre ma pompe vide-cave et pouvoir utiliser la première fois le vide-cave. Hop là. Voilà. Et là, on va pouvoir vider tout ça. Voilà, ça y est. On entend la pompe se mettre en marche. Voilà. Et ça va pouvoir s'évacuer. En ce qui concerne donc les astuces pour le scellement chimique, donc j'ai fait 2 trous par alvéole, c'est des blocs à banchet de 27. Pour faire mes emplacements là de mes trous, je me suis fabriqué
un gabarit en OSB avec une petite poignée au milieu pour pouvoir le mettre au fond. Et donc ça me permet du coup de viser de manière répétée et identique mes trous, mes 280 trous. Donc de 20 cm de profondeur avec un forêt qui a bien fatigué. Là on voit qu'il a rencontré quelques ferrailles et ça c'est normal, c'est un forêt exprès. Béton armé, donc qui me permet du coup de percer le béton, le ciment et la ferraille. Donc j'en ai acheté un second puisque le premier je l'avais bien usé. Et donc concernant les trous, donc 20 cm de profondeur, une fois que les trous sont faits, donc quand on fait les trous, on utilise l'aspirateur en même temps pour aspirer un maximum de poussière au fur et à mesure qu'on relève le forêt. Donc ça c'est des astuces que Jocelyn m'a données. Ensuite, autre astuce, je me suis pris une petite tige métallique très fine pour gratter le fond. Je gratte le fond en grattant et j'utilise aussi la soufflette. Alors l'avantage c'est que en fait mon garage est juste à côté, donc avec ma rallonge, j'arrive à accéder jusque dans l'angle, donc pour tous les trous. Et donc avec la soufflette et l'aspirateur, on souffle à l'intérieur du trou et ça permet du coup de rejeter un maximum de poussière. Et on fait ça 2-3 fois, on alterne aspirateur, écouvillon et soufflette pour bien dégager les trous. Pour le scellement chimique, là je remercie Jocelyn de m'avoir prêté son pistolet Made in Swiss. Alors la marque elle est un peu compliquée il s'appelle Handymax, mais la marque c'est Schwissberger, je sais plus là, sur la mallette là comment ça s'appelle, mais c'est Wurth, pardon, tant pour moi. Il y a marqué Wurth. Il l'a mis dans une mallette, mais la mallette porte un autre nom. Donc ça c'est Wurth. Alors ce pistolet là, il est royal. Moi j'avais des pistolets premier prix, là c'est pour doser, défaire, c'est royal quoi. Il m'a fourni en même temps, du coup Jocelyn m'a fourni le scellement chimique. Donc là j'en ai largement suffisamment assez pour faire tous mes trous puisque j'ai essayé avec une cartouche. Donc j'ai fait toute cette partie là. Concernant le diamètre des trous, donc on perce 2 mm au-delà de l'épaisseur de mes barres faisant 8 mm, c'est que du 8. Bon, il y a quelques tiges en fait quand ils m'ont livré, ils se sont trompés, ils ont mis du 10, je m'en suis rendu compte quand je les ai... Ça c'est du 10 par exemple. Ça se voit pas comme ça saute pas la figure, mais c'est bien du 10. Le 8 mm, et donc du coup fixation scellement chimique. Et donc prêt pour continuer, pour monter. Alors, l'établi de jardin. Donc j'ai pris 2 palettes et des madriers par-dessus. Voilà. Donc ici, on a les 2 palettes, les madriers par-dessus, mon étau qui me permet de cintrer, qui me permettra du coup de cintrer les barres. Donc grâce à l'outil fabriqué par mon super voisin Vincent. Donc ça se met comme ceci. Voilà. On met la barre entre et ensuite on tord la barre. Donc ça permet d'être précis dans le cintrage puisqu'il faudra que je fasse des U, des W. Enfin il y a pas mal de formes bizarres à faire pour la partie qui est autour de la nage à contre-courant. Alors, petite astuce concernant la découpe des tiges des fer-tors. Donc en fait en bas, au fond j'ai mis une butée avec une encoche. Alors la butée elle me sert à mettre en butée du coup la tige. Et ensuite j'ai reporté les distances des différentes coupes, des différentes longueurs à couper jusqu'à 3 mètres. Voilà, là on est à 300. Donc on a différentes longueurs de coupes. Et ensuite du coup ça me permet de savoir où couper. Donc là par exemple je dois couper une 3 mètres. Je reporte ici. Donc, je sais qu'il faut couper là. Ben, là j'étais en butée. Du coup je me mets sur l'entaille. Je passe sur l'entaille. J'avance ma barre. Je me mets sur un point de repère quelconque. Donc là je me mets sur ce trait là. Ici. Et donc je sais qu'il faut couper là. Donc je vais couper ici avec la pince Monseigneur. Et ça me permet du coup de faire des distances coupées sans mesurer, puisque ça me sert d'étalon
Et la butée me permet d'avoir des valeurs reproductives. Donc ça c'était la petite astuce pour faire des coupes régulières en série sans avoir à sortir le mètre à chaque fois. Alors là on arrive à la partie cruciale, à savoir le perçage et le calépinage des buses Venturi. Donc il y aura 3 buses Venturi ici en triangle, donc triangle équilatéral de 25 cm entre les anthrax. Et le deuxième avec un triangle équilatéral mais dans l'autre sens. Donc là il a fallu faire en sorte que le calépinage ne soit pas gêné par les remontées verticales. Donc j'avais fait les schémas là sur papier. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à percer. Donc j'ai fait d'abord repérer, faire des pré-trous avec la visseuse et un fourré béton. Et maintenant on met du coup la scie cloche, donc il y a un centreur dedans avec un fourré béton, mais qui me permet du coup d'être bien axé avec le petit avant-trou. Et donc maintenant il va falloir percer tout ça et ensuite retourner le tout, percer à l'opposé. Et ensuite comme ça on pourra les empiler sur le 6e rang et le 7e rang. Voilà. Donc là les serre-joints ça me permet de serrer, de tenir. Il va falloir que je mette aussi un serre-joint entre les deux là pour bien les coller, puisque là on va être à cheval entre 2 blocs. Pareil ici aussi, à cheval entre 2 blocs. Donc là il faut que je fasse d'abord cela et après je mettrai des serre-joints entre ces deux-là, de part et d'autre, pour pouvoir bien serrer le temps du perçage. Et bien c'est parti. La scie cloche 68 mm, pas 65 mais 68. Très bien pour faire les traversées de parois, et notamment les buses, poser les buses aussi. Passer les tuyaux aussi de 63 mm. L'intérêt c'est que de 63 à 68 ça nous laisse 5 mm de jeu qui nous permet, lorsqu'on fait des trous forcément exactement pile poil en face, de pouvoir ajuster notre tuyau 63 mm pour qu'il soit bien horizontal. Donc ça, les 5 mm de jeu, de 63 mm du tuyau, 68 mm de la découpe à la scie cloche, ça nous permet de jouer sur ça et d'avoir des tuyaux bien droits. Alors, petite astuce donnée par Franck Le Maçon sur YouTube. Comme moi j'utilise des blocs de chez Chausson et qui ne sont pas rectifiés et que certains ont des moules un petit peu différents, on a en fait par exemple sur ces blocs là 2 à 5 mm d'écart avec les blocs classiques. Ça c'est les blocs de poteau ou d'angle, et de ce fait pour attraper l'écart en fait voilà, je mets ces petites cales à carreler là qui sont biseautées, qui font de 0 à 5 mm, et donc en fait on ajuste la profondeur selon la hauteur à récupérer. Ça vraiment un très bon tip, c'est une très bonne astuce de Franck Le Maçon. Alors ces chapeaux rouges, bon, on pourrait penser que c'est uniquement pour la sécurité et que ça sert juste à la sécurité. Effectivement, ça évite en tombant ou autre de s'empaler, ou en baissant la tête pour poser un bloc de se crever un œil. Mais ça a d'autres utilités quand on doit avoir les blocs à mancher à soulever à 1,70 m de hauteur pour les enfiler dedans. Ça évite que les manches se bloquent, donc ça glisse et ça évite que les manches se bloquent contre les ferrailles. Ça évite aussi de se faire mal. L'autre intérêt aussi, donc ça permet de voir un meilleur alignement. Et quand on passe les ferrailles horizontales à l'intérieur, quand on les fait tomber, ça permet de les diriger et de avoir un meilleur contraste au niveau des couleurs et de bien voir si la barre elle passe bien directement quand on la fait tomber entre à l'extérieur d'un côté ou à l'extérieur de l'autre. Donc très essentiel pour gagner du temps. Alors le coffrage rapide grâce à l'astuce de Jocelyn. Pas besoin de serre-joint, uniquement des vis béton fixation directe, donc sans cheville. Un fourré de 6,5 spécial pour enfoncer des vis de 7,5 de diamètre. Et donc ensuite on perce, on visse
et le coffrage tient directement. Donc là, si on peut voir comment ça se passe, ici, là, cette vis-là, ces vis-là, c'est percé et c'est vissé directement dans le bloc à brancher. Et donc comme ça tient direct. Donc même si les parpaings qui sont cassés ou ébréchés, tu mets ta planche, tu visses et ça tient. Ça, c'est la meilleure astuce que Jocelyn ait pu me donner. C'est trop rapide à faire, c'est excellent. Donc ça y est, j'ai terminé la pose des entrevousses et des poutrelles. Et donc là, on va s'atteler aux niveaux, aux différents niveaux que l'on souhaite pour pouvoir coffrer à la bonne hauteur. Donc pour cela, je suis parti sur une planche de bois que j'ai fixée au mur du bloc à brancher. J'ai laissé un écartement d'une épaisseur de la planche de coffrage qui me permettra de poser ma planche de coffrage derrière cette planche étalon. Donc cette planche étalon qui va comporter les différents niveaux va pouvoir rester tout le long jusqu'au coulage. Et donc derrière, je passerai mes planches de coffrage. Elle est fixée au mur grâce aux fameuses vis béton sans cheville qu'on a vu précédemment. Alors là, j'ai réglé du coup le niveau laser au niveau des entrevousses, qui sont tous à peu près la même hauteur. Je l'ai réglé au point le plus haut des entrevousses. Et j'ai ensuite, donc à partir de là, j'ai déterminé le niveau d'eau que je souhaite. À savoir, je l'ai pris 6 cm en dessous. Pourquoi ça? Parce que je vais devoir faire un col de cygne. Il y a ici là, les diffuseurs de bulles d'air qui sont reliés du coup au blower. Et le blower est une pompe, un compresseur d'air qui n'aime pas l'eau. Donc il va falloir faire remonter les tuyaux, les faire monter au-dessus du niveau de l'eau, faire un col de cygne. Alors, bien qu'il y a des clapets anti-retour, c'est quand même bien de faire passer au-dessus du niveau d'eau pour éviter que l'eau aille remonter et aille me bousiller le souffleur, le compresseur d'air. Donc c'est pour ça que je suis parti du coup sur un niveau d'eau en dessous, puisqu'en fait je casserai plus tard un ou deux entrevousses pour pouvoir faire remonter les tuyaux au-dessus du niveau d'eau et les faire redescendre pour faire ce fameux col de cygne. Et donc, partant de là, sachant que le niveau d'eau est ici, j'en ai déterminé du coup la position du skimmer. Le skimmer fait 21 cm, j'ai pris 7 cm au-dessus, 14 cm en dessous pour le bas du skimmer et le haut du skimmer. Donc ça me permettra du coup de faire la réservation nécessaire pour la pose du skimmer. Ensuite, et voilà, juste à titre donc, indicatif, donc j'ai mis le niveau souhaité donc, du béton. Donc là, c'est la hauteur de mon coffrage. Ça, c'est le coffrage du béton. Ça, c'est le coffrage. Il y aura également aussi 3 cm à rajouter de béton qui sera une petite bande au-dessus, donc sous la margelle. Et ensuite, donc, il y aura la colle à carrelage et la margelle au-dessus. Donc le sol fini sera à ce niveau-là. Astuce pour la goutte d'eau de la dalle béton du Hourdi. Donc là, on voit que j'ai posé donc dans le moule, dans le coffrage, j'ai fixé un tasseau que j'ai débité donc dans la plage de coffrage de 27 mm. Donc voici là une chute. Voilà, on voit la section de la goutte d'eau. Donc j'ai pris les dimensions, les cotes sur des profilés en plastique qui vendent tout près. Donc la largeur de ma planche de coffrage, donc 27 mm, la hauteur 14 mm, et donc ça me permet du coup donc j'ai débité ça à la scie sur table, donc avec des angles de 45 là pour découper sur les côtés, et ça fait le même profilé que ceux qui est vendu tout près, et donc tout simplement avec de la récup, avec des chutes de planches de coffrage. Voilà, donc après du coup, je vais mettre un film polyane que je vais agrafer pour épouser la forme de mon coffrage et qui facilitera aussi le décoffrage. Et donc là, on aura la forme dessous sous le béton de ce tasseau. Voilà pour l'astuce de la goutte d'eau. Ça m'a permis de faciliter le décoffrage et de créer une jolie goutte d'eau. Alors, est-ce qu'on la voit?
Voilà, on voit bien la goutte d'eau. Avec la baguette. De l'autre côté aussi. On voit bien. Astuce coffrage pour faire donc, du coup des nez de marche, à 45 chanfreinés. Puisque si on veut avoir une assise confortable, si on fait juste à 90 degrés, quand on va s'asseoir, ça ne sera pas très agréable de rester assis avec l'angle saillant au niveau du carrelage. Donc le carreleur avait essayé de rader des profils inox mais qui n'étaient pas compatibles pour les piscines au sel. Du coup, on est parti sur un chanfrein. Du coup, le carreleur va se casser la tête. Greg va devoir se casser la tête pour carreler ça. Mais moi, du coup, il m'a demandé de chanfreiner, enfin de mouler au moment du coffrage une arête à 45. Donc, je suis parti sur une section de bois, donc du coup de 4,4, 4 cm par 4 cm, et l'hypoténuse fait 5,7. Et donc j'ai débité ça tout simplement dans de la planche de coffrage. Là, je vous montre je vous mets les photos là où vous allez voir les différentes étapes de la découpe avec une scie onglée et une scie sur table pour déligner. Et voilà, donc rapidement. Donc on devine du coup qu'il y a 2 morceaux de bois qui sont fixés par des petites pointes. Donc la cloueuse, juste la cloueuse pour assembler ça, et après coupe à onglet pour pouvoir faire un assemblage ici. Donc là, l'angle faisant 45, donc là du coup la découpe à la scie onglet, c'est du 22,5. Donc voilà, donc ça va pouvoir faire et ici coupe à 45 degrés. Donc comme ça ici, quand on les met côte à côte, voilà, nickel. Et donc on a, si on regarde dessous, alors je vais essayer de mettre la boîte. Voilà. On voit bien la pente à 45. Donc le moulage qui va se faire pile poil parfaitement. Et ici à 45. Là, il faut juste que je raccourcisse un petit peu là, les blocs à brancher pour pouvoir ensuite mettre ma baguette et la fixer directement ici. Voilà, on voit celle ici là, j'ai présenté celle du haut, donc qui me permet du coup de faire un chanfrein à 45 degrés. Et là, celle-ci aussi est débitée. Et donc, il n'y aura plus qu'à enlever un petit peu de la disqueuse là, de hauteur de bloc à brancher pour fixer mon moule, ma baguette de moule de 45, du chanfrein à 45, la fixer directement sur la planche de coffrage. Astuce pour le coffrage, pour boucher les trous avant coulage des blocs à brancher, la mousse polyuréthane avec l'utilisation d'un pistolet. Ça, c'est Jocelyn qui m'a prêté le sien. Merci à toi parce que ça m'a bien rendu service. Donc, ça permet à la fois de fixer les traversées de parois avant coulage. Ensuite, il suffit juste de couper au cutter proprement. Et là, je vais mettre un peu de résine époxy étanche, un peu de sable par-dessus la résine époxy. Et après, on va mettre l'enduit par-dessus. Donc ça permet de bien sceller les traversées de parois. Et ça permet aussi, lorsqu'on coffre, lorsqu'il y a du jour, par exemple ici, là, il y avait dans l'angle, il y avait du jour au niveau des blocs à brancher. J'ai bouché avec un petit cordon de mousse polyuréthane. Et ça m'a permis de couler sans que le béton sorte par les orifices. Donc, vraiment très pratique. Et avec le pistolet, en plus, on peut gérer avec la petite molette, on peut gérer le débit. Donc, bien penser par contre quand on l'utilise, à l'utiliser à l'envers, dans ce sens. La bombe par le dessus, sinon ça coule pas. Et l'avantage, c'est de pouvoir le réutiliser 1 mois après, 6 mois après. On enlève juste la partie sèche qui a séché, on dégage la bille, et ça repart, et ça recoule. Contrairement aux bombes à mousse expansive avec la canule, qui sont à usage unique quasiment. Là, celle-ci, elle peut être utilisée tant qu'on ne débranche pas la bombe de mousse. On peut réutiliser le pistolet quand on veut.
Donc, merci Jocelyn pour l'astuce. Alors, une astuce pour changer le disque d'une meuleuse quand on a perdu cet accessoire. On le cherche tout le temps, c'est pour où il est passé. Pourtant d'habitude, quand on l'a, on appuie, on desserre avec cette pince. Quand on l'a pas, l'astuce que Greg m'a donnée, mon ami Carla, très pratique quand on est pressé, c'est de faire un quart de tour en dévissant. Tac. En prenant la lame comme ceci, en tournant, ça dévisse le contre-écrou, l'écrou. On enlève dans l'écrou et on met le nouveau disque. Et pour resserrer, pareil, je faisais la pince, mais en fait, on fait juste, on serre à la main, toujours en appuyant, appuyer dessus, bien sûr, sur le bouton, et on serre dans le sens horaire. Voilà, il est serré. Et après, de toute façon, quand on va meuler, au fur et à mesure, en fait, quand on meule, ça ne peut pas desserrer puisque c'est dans le sens du pas de vis. Du coup, ça s'auto-serre. Voyez, voilà.